aujourd'hui, on va travailler sur le... Au moins aujourd'hui, on verra demain, mais au moins aujourd'hui, on va travailler sur le 9 petits cieux. Revu et corrigé, certaines l'ont vu, comme Denis à droite. Vous l'avez aussi, on l'a mis sur votre site, sur la chaîne YouTube. Donc vous l'avez aussi en accès direct, un accès gratuit à tout le travail de JP Ngom, les 9 petits cieux. Ce que vous n'avez pas, c'est la partie explicative, donc les 9 petits cieux, la numérologie avec tout ça, et c'est très intéressant d'acquérir cette connaissance parce qu'elle va bien au-delà de ce ticon, elle met en place la structure même de la façon dont on peut travailler l'énergie. Donc c'est vraiment, c'est pas quelque chose d'anecdotique de travailler sur les 9 petits cieux. On ne l'a jamais fait encore et je pense que c'est l'occasion ou jamais pour ceux qui ne connaissent pas le travail des Paguas, le travail de la numérologie sur le ciel intérieur. C'est important que vous l'ayez au moins vu une fois parce que ça va vous donner une structure intérieure qui va vous permettre de travailler différemment après sur le travail énergétique. Ça marche? Alors avant de commencer, on va repositionner qu'est-ce que c'est les Paguas du ciel intérieur. Donc ça veut dire 8 trigrammes ou 8, si vous voulez, 8 symboles. Hein. Ces 8 symboles, c'est l'ossature, c'est-à-dire c'est le chiffre par lequel le Yi-Jing a vu le jour, hein, puisque c'est 8 x 8 égale à 64. Donc le Yi-Jing, le Yi-King, c'est le livre des mutations. Le livre des mutations, c'est le plus ancien livre canonique donc, de la Chine, avec donc 64 définitions autour de 64 hexagrammes, donc 8 x 8. Et donc ce livre s'est enrichi à partir de la dynastie des Zhou, donc environ moins 1000 jusqu'à la dynastie des Han, donc jusqu'en plus 200. Ce livre s'est enrichi de commentaires par rapport à ces hexagrammes et c'est devenu, je dirais, le livre canonique où il y a l'esprit chinois qui est dedans, dans le sens où c'est un livre qui a servi de devination, pas divination, mais de devination, c'est-à-dire que à travers un tirage de Yi-Jing, on va chercher à comprendre quelle est la situation et à partir de comment est la situation, on va essayer de s'adapter à la situation pour être le plus performant dans cette situation. Okay, donc c'est vraiment l'esprit chinois du yin et du yang, dans la capacité d'adaptation par rapport aux mutations qu'il y a dans ce livre, en fait, qui montre complètement, je dirais, l'origine de la civilisation chinoise. Bon, ça c'est pour le Yi-Jing, d'ailleurs qui ne s'appelle pas Yi-Jing à l'origine, ça s'appelle le Zhou-Yi. Donc le Zhou-Yi, ça veut dire c'est les mutations des Zhou. Donc les Zhou, c'est la dynastie. Hein, donc Yi-Jing, c'est venu, le terme Yi-Jing est venu après. Hein. C'est le Zhou-Yi qui a... Jing, ça veut dire canonique, si vous voulez, mais à l'origine, ça veut dire chaîne. Hein, donc ça veut dire de métier à tisser, c'est la chaîne d'un métier à tisser. Voilà, c'est Jing. Voilà, Jing. Et c'est par extension, par extrapolation, c'est devenu livre. Hein, donc vous avez l'équivalent d'ailleurs en Inde, Tantra. C'est l'équivalent. Et c'est pareil, c'est devenu aussi livre. Donc voilà, vous avez l'équivalent. Donc c'est la chaîne de métier à tisser, alors que vous avez la trame qui vient en quadrature, en 90 degrés par rapport à la chaîne, et qui vient tisser un dessin, etc., etc. Le symbole du métier à tisser, c'est vraiment le symbole du Yi-Jing, c'est le métier à tisser. Hein, le symbolisme initial du Yi-Jing, c'est le métier à tisser. C'est-à-dire comment, à travers des fils prétendus de notre destin, comment on va pouvoir dessiner notre destin sur ces fils tendus au préalable, le Jing qui est dessous et le Wei qui est notre façon d'agir sur le monde
par rapport à ces fils prétendus. Ok? Donc, ça c'était donc c'est l'idée fondamentale de la civilisation chinoise. Et ce qui a préfiguré la civilisation chinoise, ce sont des dynasties mythiques, telles que les Shang, telles que les Xia, première dynastie mythique, où il n'y a pas d'écrit, et s'il n'y a pas d'écrit, il n'y a pas d'histoire. Donc ça veut dire que pour des historiens, tout ce qui a précédé les Zhou n'existe pas. Seuls les archéologues ont retrouvé des carapaces de tortues, des poteries, etc. etc. L'origine du Ding, ok, Ding, c'est la chaîne de métier à tisser. Donc entre un montant ici et un autre montant ici, il y a des fils prétendus ici entre les deux montants supérieur et inférieur et qu'on appelle le Jing, équivalent aussi de Tantra en Inde. Voilà. Et le Yi qui veut dire ce Yi, parce que là il y a à peu près en langue chinoise il y a au moins 50 définitions de Yi, selon comment on le prononce, le ton, et comment on l'écrit surtout. La langue chinoise, ce n'est pas une langue parlée, c'est avant tout une langue écrite, d'où la difficulté de faire correspondre entre nos langues à nous, qui sont des langues phonétiques, et la langue chinoise, qui est surtout une langue écrite, hein, à la base. Il faut bien comprendre aussi que, par rapport à ça, notre langue, elle est faite de petits symboles, qu'on appelle un alphabet, qui ne veut strictement rien dire. C'est-à-dire qu'un alphabet, pour notre cerveau, ça veut strictement rien dire. Un A, un B, un C, ça veut strictement rien dire. Donc on a été éduqué sur des petites briques qui ne veulent strictement rien dire. On arrive à trouver un sens que, une fois qu'on a rajouté tout un tas de symboles phonétiques, et on définit un sens à partir de là. Pour eux, pour l'écriture chinoise, chaque brique fait valeur de sens, a un sens, c'est-à-dire que c'est un idéogramme, ça veut dire que c'est une idée qui est contenue dans un gramme, donc qui est contenue dans un symbole, qui est sous forme graphique, gramique ou de glyphe, etc., etc. Et donc c'est ce symbole-là qui, à chaque symbole, il y a un sens. Et ensuite, c'est en ajoutant différents symboles les uns derrière qu'on obtient encore plus de sens sur une idée générale. Ok? Ce qui fait que j'ai un peu dérivé par rapport à ça, mais c'est intéressant parce que l'approche chinoise à partir d'une étude idéographique ou idéogrammique, c'est une approche holistique, c'est une approche globale de la connaissance, alors que nous, par rapport aux petites briques qui n'ont pas de sens en eux-mêmes et qui font appel systématiquement à une façon analytique d'acquérir la connaissance, fait que nous sommes, une culture de la séparation, alors que, donc, de l'analyse, de la précision, alors que la culture extrême orientale, c'est une culture holistique qui tient compte surtout de la situation globale avant d'aller voir ce qui se passe dans les détails. Nous, on regarde en premier les détails, finalement, on nous a appris à regarder en premier les détails, et on perd totalement l'idée générale du sens. Voilà. Donc ça c'est très important de bien comprendre ça. Donc ça veut dire qu'on fait marcher en premier notre hémisphère gauche, et après éventuellement l'hémisphère droit, mais l'hémisphère droit il est souvent catégorisé dans la série des artistes. Ouais. Ouais. Donc bon, ceux qui... Voilà, les irrationnels, c'est ceux qui n'ont pas de pignon sur rue, je dirais, hein, qui n'ont pas une place en société, hein, et ceux qui sont performants en cerveau gauche, dans une société capitaliste et occidentale, à ce moment-là, ils ont pignon sur rue, ils ont une place en société, etc., etc. Donc, tout ça pour dire que nous partons de loin en termes de compréhension de l'énergie, puisque l'énergie, vous ne pouvez pas la séparer,
Nous, par exemple, on va, dans notre idée, si on commence à nous dire, on va structurer le Qigong et tout ça, à travers la loge ceci, la loge cela, nous, à l'intérieur, ça s'inscrit dans des petits casiers, ça s'inscrit systématiquement, puisqu'on a appris comme ça. On met un petit casier, ça s'appelle un tiroir, ce tiroir on met la loge ceci, puis il faut ouvrir le deuxième tiroir pour aller trouver la deuxième loge, etc. etc. Et à la fin, on nous demande de comprendre la notion d'énergie. Et en plus, de la comprendre à travers son corps que l'on a systématiquement repoussé par notre culture. Systématiquement. Nous sommes nous des, je dirais des têtes. Des têtes, uniquement des têtes. Le tronc n'existe pas, les jambes encore moins, les mains existent et la tête. Voilà. Avec ça, ça suffit. Voilà. Alors là, on résume à peu près en occidental. Les mains, avec ça, il va pouvoir compter, il va pouvoir fabriquer, etc., etc. Le reste, il s'en fout. Et là, ça suffit. Donc, le corps, le reste du corps qui supporte la tête, malgré tout, c'est pas important. Hein, l'essentiel, c'est que la tête fonctionne bien. Voilà. Mais la tête sans le reste, ça paraît un peu difficile. D'où là aussi, on voit bien que nos approches médicales, nos approches de connaissances générales sont complètement, je dirais, issues de cette culture qui a séparé les choses, les analysant les uns après les autres et faisant que tout est coupé et tout est en pointillé, je dirais. Voilà. La différence entre une culture, je dirais, orientale, c'est un trait plein, hein, un trait continu, hein, c'est-à-dire on essaye de relier, alors que nous, c'est du pointillé. Ça ne veut pas dire que ce symbole qu'on va voir est le symbole il ne va pas faire défaut lorsqu'on va recomprendre ce symbole. Mais ce symbole, on va le recomprendre non pas à partir du pointillé, mais on va le recomprendre à partir de ce qu'il y a entre les pointillés. C'est-à-dire que c'est ça qu'il y a entre les pointillés qui fait que c'est la notion de vide qui va être centrale dans la civilisation chinoise, mais pas que chinoise, extrême orientale, je dirais. La notion du zéro, la notion du vide, va être primordiale parce que c'est à l'intérieur de ce vide que tout se passe. Le reste n'étant qu'une illusion, un phénomène épisodique, mais le centrage essentiel se fait dans cet intervalle. Voilà, et dans cette compréhension. C'est cette compréhension de ce vide qui fait que on obtient une sensation de continuité à l'intérieur de soi. Comme nous, on ne sait pas gérer ça, à ce moment-là, on le vit vraiment comme un plein, un arrêt, il ne se passe rien, puis un plein. Voilà, on pourrait dire ici, allez, conscient, puis inconscient, puis conscient, puis inconscient. Mais si vous faites la somme de tout ça, on ne sait pas si c'est plus conscient, ou moins conscient, ou plus inconscient. Ça va, c'est... Bon, ça c'est juste la présentation de départ. Donc ce qui est important, c'est de comprendre déjà les différentes approches cognitives, qui ne sont pas du tout les mêmes en Extrême-Orient et en Occident. Je voulais dire aussi que si le Yijing des Zhou, donc en gros moins 1000, ça a fait la civilisation chinoise, les Bagua du ciel intérieur, c'est une tradition orale, et donc il ne reste rien. Comme il ne reste rien, c'est pas pris en considération par rapport à l'histoire. Or, il nous reste deux agencements des trigrammes. On a un qu'on appelle le ciel intérieur, le Xiantien, le ciel intérieur, ou Xiantien, voilà, et qui est un agencement parfaitement symétrique, on pourrait dire mathématique, c'est-à-dire que c'est un agencement qui se fait en 2 puissance 3, donc ce qui fait, on obtient 8
différents niveaux d'agencement de yin et de yang. Donc on obtient 3 niveaux, comme la représentation des sansai, c'est-à-dire que pour les 3 capacités, si vous voulez, et les 3 capacités qui délimitent 3 niveaux, les 3 dantiens, les 3 niveaux, c'est-à-dire le ciel, la terre et l'homme. Voilà, donc le trigramme va représenter symboliquement ces 3 niveaux, et donc tout ce qui va se passer au niveau du ciel, au niveau de la terre, et entre le ciel et la terre, c'est-à-dire l'homme. Donc là, on va se centrer à ce moment-là sur cet aspect médian de l'homme, pour savoir qu'est-ce qu'il fait sur cette terre entre le ciel et la terre. Et est-ce qu'il se met surtout en accord ou pas avec ce que lui dicte le ciel et ce que lui dicte la terre. Donc en fait, il va tenir compte du yang primordial, ici du taiyang, un taiyang que je vais mettre là, qui est devenu après le soleil, en langue chinoise moderne, et le taiyin, donc voilà, le grand yang, si vous voulez, le yang essentiel et le yin essentiel. Donc ici, on a le ciel, et là, on a la terre. Ok, on verra, il y a l'homme entre. Donc, qu'est-ce qui se passe entre Taiyang et Taïyin? Est-ce que ce qui se trouve entre ça s'harmonise par rapport à ces deux pôles ou non? Voilà, donc, pour l'esprit de ces proto-chinois et de ces chinois, c'était de trouver sa place la plus harmonieuse, donc entre le ciel et la terre. Avec l'idée que l'homme, dans son individualité, ne peut pas se couper de la collectivité. La collectivité qui est la collectivité des hommes, d'une part, et la collectivité de la nature, c'est-à-dire de l'ensemble dans lequel on se sent inclus. Voilà. La différence là aussi avec l'Occident, c'est que son approche éducative parcellaire, coupée à partir de ces petites briques alphabétiques, fait que l'individualité est devenue première et la collectivité seconde. Alors que dans les peuples extrêmement orientaux, ils cherchent d'abord à voir comment ils s'incluent dans la collectivité et ensuite ils font preuve d'individualité au sein de cette collectivité. Donc ça a délimité 2 secteurs différents d'approche cognitive, que ce soit en Extrême-Orient ou en Occident, avec toujours un désir fondamental pour l'Orient, c'est d'être inclus dans quelque chose de plus grand que la partie que nous représentons. Et pour l'Occident, c'est de dépasser par notre individualité la totalité, c'est-à-dire être plus grand en tant qu'individu que la totalité qui devrait nous inclure. Ouais, déjà, ça donne un peu la suffisance occidentale, mais la suffisance occidentale, il faut bien comprendre que à partir du moment où vous développez ça, ben, vous développez une maladie d'ego, si vous voulez. Donc vous prenez une tête énorme comme ça, et puis vous donnez des leçons à tout le monde, d'où la mondialisation qui a été amenée avec une façon unique de penser, qui est en train de se générer partout, et qui fait que tous les peuples deviennent malades à cause de ça, à cause de cette problématique de fond. Donc ça, comme je disais, le ciel intérieur, ça fait partie d'une proto-Chine que je situe, qui s'est développée dans le Turkestan chinois. Pourquoi je dis ça? Ça s'est développé dans le Turkestan chinois parce que tout simplement, le symbolisme qui a fait naître ces 8 trigrammes du ciel intérieur qui sont parfaitement symétriques est attribué à un couple mythique de dragons, si vous voulez, de serpents, de dragons, qui s'appelle Fuxi et Nu. Alors, c'est Nu-Hua, on peut dire, ou Nu-Hua, Nu-Hua, c'est mieux Nu-Hua, parce que ça correspond au Bagua. Voilà, et qui porte
Foussy, il tient un équerre. Et Nuwa, un compas. Donc on va retrouver donc, le symbolisme initial du carré et du rond. Donc qu'est-ce que ce couple mythique nous indique? C'est que si on veut trouver cette harmonie Sansai de l'homme entre le ciel qui est rond symboliquement et la terre qui est carrée symboliquement, il faut que ces deux s'enlacent, ils sont enlacés par leur queue, et ils tiennent chacun le symbolisme des capacités que chacun peut générer, et comme ils sont ces deux associés, les deux peuvent générer quelque chose, qui est toujours inclus, d'ailleurs, toute la représentation de Foussy et Nuwa, ils sont toujours inclus dans une cosmogonie générale, c'est-à-dire qu'on les voit, si vous voulez, dans un paysage étoilé, avec au plus haut le symbole de l'étoile solaire, je dirais, et le symbole lunaire au plus bas. Et entre les deux, ils naviguent et ils placent donc leur capacité, soit côté du carré pour le masculin, soit à côté du rond pour le féminin. Le rond pour le féminin, ça paraît bizarre, mais ça peut être pas bizarre parce que ici, le yang de Taiyang va se retrouver au milieu du trigramme du yin, ici, et c'est cette essence qui fera dire que c'est la fille du ciel. Donc en fait, le côté yin, ici, du trigramme Taiyang, fait que le ciel a donné son mandat, ici, à la fille, à ce trigramme, on appellera Kan. Ok, alors que de l'autre côté, on a l'inverse, c'est-à-dire que je vais le mettre là, Yang, Yin et Yang, c'est la terre, l'essence de la terre, qui va donner l'essence de Li, Li qui veut dire d'ailleurs séparé. Donc on voit bien qu'ici déjà ça veut dire distance, mais ça veut dire aussi séparer les choses. Ici c'est ça veut dire c'est comme un vaste gouffre. Ici c'est comme un vaste gouffre. Donc c'est le grand mystère, si vous voulez, la grande obscurité. Ici c'est Li, c'est séparé, mais c'est logique parce que lorsque là c'est le symbole du jour, donc c'est le symbole solaire, si vous voulez. Alors que là, c'est le symbole lunaire. Le symbole solaire fait que la partie masculine de nos cerveaux, à chacun de nous, on pourrait dire ici, ce sont nos hémisphères, on parle de nos hémisphères cérébrales. On ne parle pas de la femme et de l'homme. On parle des hémisphères cérébrales. C'est-à-dire comment on a un hémisphère cérébral qui est plus lunaire, un qui est plus solaire. Le lunaire, on a eu tendance à dire, très rapidement, à partir d'une explication venue du solaire, que le lunaire, c'était négatif. Et le solaire était tout positif. Donc on est... Pourquoi? Parce que grâce à ça, pourquoi? Parce que grâce au solaire, on peut développer une civilisation. Au lunaire, une civilisation, attention, une civilisation non agricole. Là, on développe l'agriculture, parce que c'est grâce à la Lune qu'on développe l'agriculture. Donc au départ, les premiers peuples, ils étaient lunaires, forcément. Et tandis qu'à partir du solaire, on développe une civilisation qui va briller. Et pourquoi? Parce que le jour, on va pouvoir utiliser ces capacités neuronales du cerveau gauche pour pouvoir distinguer les éléments. Et en distinguant les éléments, on va pouvoir devenir des créateurs de briques qui vont s'imbriquer d'une certaine façon pour devenir de nouvelles choses, artificielles certes, ou créées par l'humain, et qui va faire que la civilisation elle va se développer par rapport à cette capacité neuronale de séparer les choses, de distinguer les choses. Donc le yin-yang à la base, il a été fait aussi dans cette idée-là. Mais pour un esprit
qui serait resté taoïste, je dirais, l'idée fondamentale, c'est toujours de chercher l'accord entre le yin et le yang, et de voir la différence, mais surtout l'accord. Alors que pour un esprit occidental, ben lui, la première des choses, c'est la différence. Et il va rester à la différence. L'accord n'est pas important. Ce qui l'intéresse, c'est plutôt la séparation que l'accord. Donc, pour dire que ce couple mythique, on a retrouvé donc des représentations dans le Turkestan chinois, et on suppose, parce qu'il y a eu beaucoup de recherches archéologiques là-dessus, il y avait une civilisation très ancienne dans le Turkestan chinois, donc dans l'Asie centrale, qui a préfiguré peut-être beaucoup de civilisations anciennes, qui s'appelaient les Tokhariens, et qui étaient des personnes qui n'étaient pas du tout sinisées. On a retrouvé des tombeaux finalement de personnes européanisées, si vous voulez, pas sinisées, dans le Turkestan chinois. Donc on voit que le Turkestan chinois, qui est actuellement d'ailleurs toujours en bisbis avec le gouvernement chinois, hein, qui représente actuellement l'ethnie ouïghour musulmane du Turkestan chinois, et ils sont, à tout tirer, plus que ça, puisqu'ils sont dans des cadres de travail pour beaucoup, dès qu'ils émettent quelque chose qui va à l'encontre du gouvernement. Bref, donc, encore une fois, le ciel intérieur n'a pas été repris par la civilisation chinoise, parce que le ciel intérieur est étranger, finalement, à la civilisation chinoise. Et c'est normal qu'ensuite, les exégètes, donc les historiens, etc., font référence systématiquement, le Yi Jing, si vous voulez, le livre des mutations, fait référence au ciel postérieur, parce que le ciel postérieur a été créé à partir du roi Wen, qui est le roi fondateur de la dynastie des Zhou, qui a fait naître le livre donc, des mutations, le Yi Jing. Donc, voilà. Et donc le ciel postérieur est la représentation symbolique de nos égaux. Mais au lieu que ce soit de nos égaux individualisés, si je prends, par exemple, je prends une photo, j'ai passé tout ça, j'y reviendrai. C'est important de comprendre tout ça parce que si vous travaillez sur le Qi et que vous ne connaissez pas un petit peu d'où ça vient, quelle civilisation lui a donné le jour, vous ne pourrez pas comprendre vos difficultés après de ne pas intégrer les valeurs relatives à l'écoulement du Qi, un flux de Qi. Donc je disais quoi déjà Oui, voilà. Donc le ciel postérieur, pour donner rapidement une idée, le ciel intérieur, vous avez je montre là, je vous donne juste les deux principaux. Moi-même, je vous mets les autres, ceux-là, les quatre. Je vous mets les quatre déjà. Donc, je vous mets les quatre. Là, avec tac, tac et tac. Voilà. Les quatre, ici, l'ossature des paquois du ciel intérieur. Il y a le grand générateur, le grand récepteur, et après l'ambivalence du yin-yang qui crée le flux entre, ici ça crée le flux, sur le plan horizontal ça crée le flux, et ça va représenter bien la chaîne qui est stable par rapport à la trame qui est fluctuante. Donc l'existence va être toujours fluctuante, en mutation, dans la représentation du yi est bien sur la fluctuation horizontale, alors que la représentation du jing, c'est la stabilité de la chaîne qui soutient cette fluctuation. Donc on a ces quatre qui sont logiques en soi avec l'idée de l'eau ici, et l'idée du feu ici, okay. On peut dire l'idée de l'air, de la lumière ici, avec l'idée de la terre ici. Là, encore une fois, on ne voit pas les éléments, les 5 agents, les wuxing, on ne les voit pas apparaître à cette époque-là. Ils n'existent pas à cette époque-là. Les wuxing, les 5 agents, donc le bois, le métal,
qui se sont rajoutés sur les éléments universaux, sont apparus uniquement sous les Han. Donc, entre moins 200 et 200 après, JC, si vous voulez. Là, on est sur moins 3000. Ok, pour le départ. Donc on est loin avant tout ça. Et il n'est pas question de rajouter encore le bois et le métal, qui n'existeront qu'à partir, encore une fois, voilà, surtout à partir de cette époque-là, les Han, où ça s'est codifié. La médecine chinoise s'est codifiée, la structuration s'est codifiée autour du ciel postérieur. Alors le ciel postérieur, ben, c'est simple. Le feu, qui était ce qui monte, mais puisque ça monte, je le place en haut. Ok. Bizarrement, l'eau, ben, elle descend toujours, donc elle ne peut pas aller plus bas qu'en bas. Donc on la place en bas. Ok. Donc voilà déjà un renversement. Le roi Wen, il a dit les valeurs déjà ici, je ne vais pas les mettre au sens de la fluctuation, je vais les mettre en hiérarchie, c'est-à-dire la hiérarchie, ça va être le feu en haut et l'eau en bas. Ok, donc ça c'est au plus haut, ça c'est au plus bas. Ça descend toujours, ça descend toujours, ça monte toujours. Et vous me direz, le ciel et la terre auraient pu se retrouver à la place ici. Ça aurait été peut-être facile, mais ça aurait été aussi bizarre. Non, ils ont mis la terre ici, en deuxième, donc, si vous voulez, dans les secteurs ici. Le ciel, ils l'ont mis ici. Et là, si vous voulez comprendre, c'est plus du tout logique. Ben, si vous voulez vous comprendre, comprenez que c'est pas logique. C'est par exemple, si on veut nous prendre en photo, quand je vous dis que le ciel postérieur, c'est une photographie générale de la collectivité égotique, c'est-à-dire qu'une civilisation qui prend comme référence, une civilisation qui prendrait comme référence ça, c'est une civilisation qui ne peut pas se distinguer de toutes les civilisations. Si je suis une civilisation qui prend une référence sur un ordre universel, je suis une civilisation qui prend sur un ordre universel. Je ne peux pas imposer une différence, puisque c'est déjà, je suis inclus dans un ordre universel. Soit les autres comprennent cet ordre universel, et ils viennent avec nous, soit ils ne le comprennent pas, ben c'est pas grave, je n'ai pas à leur imposer, ça s'arrête là. Par contre, si je commence à dire ma civilisation, elle doit maintenant, le référentiel doit, tout le monde être sur cette photographie générale, tous nos égos, on va les régler. Allez, vous arrivez, le bébé chinois, il arrive, à partir des Zhou, il arrive, le bébé chinois, il est réglé sur celle postérieure. C'est-à-dire qu'on lui met le feu, tu dois réfléchir avec le feu, les valeurs du feu, du yang solaire ici, les valeurs du yin, de l'eau, etc., etc. Et donc, voilà. Après, ça deviendra à l'extrême, ça deviendra, mais il faut tout yangiser. Le yin, c'est... voilà, ça deviendra, après, c'est ce genre d'extrême à cause de ça. Ici, c'est la fille du ciel, mais il faut savoir que l'eau, elle vient des étoiles. Elle ne vient pas du sol de la Terre. Elle vient des étoiles, c'est-à-dire que dans les supernovas, dans les amas de galaxies, dans toutes les transformations au sein des étoiles, l'eau, en tant que structure atomique de l'eau, dans différents états, elle est déjà, même au sein de ce qui est impossible à concevoir pour nous, c'est-à-dire de l'eau au milieu d'un truc où il y a des millions de degrés, c'est difficilement concevable, mais elle existe sous différentes formes, pas du tout telle qu'on la connaît, mais elle existe dans les comètes, bien sûr. Dans les comètes vont inséminer les différentes planètes avec l'euro, mais déjà ça existe dans les poussières, ça existe, l'eau fait partie du cosmos à l'origine. Le feu,
Et indirect, on pourrait dire le feu, je dirais, issu d'une énergie nucléaire, c'est une énergie nucléaire qui donne le feu. Et pour nous, la représentation du feu, elle ne peut être que le résultat d'un combustible. Donc ça veut dire que le feu n'existe pas sans combustible. Donc si le feu n'existe pas sans combustible, ça veut dire que le symbole de la Terre, qui va donner du combustible, va permettre l'émergence du feu. Donc on va retrouver ici le fils de la Terre, dans le sens où, pour qu'il y ait du feu, il faut qu'il y ait un yin central. Ce yin, c'est le combustible, avec du carburant et une activation. C'est-à-dire que le feu est issu, on appelle ça le feu ternaire. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait un combustible central, il faut qu'il y ait un carburant, l'air. L'air est un carburant, donc un yang c'est un carburant. Ici c'est l'air, c'est le carburant, mais ici c'est l'activation, c'est-à-dire l'étincelle. Donc il faut qu'il y ait une étincelle pour déclencher le feu. L'eau existe en tant qu'élément, par elle-même. Le feu n'existe pas. Donc ça, c'est réel. Ça découle de quelque chose. Ça c'est direct, ça c'est indirect. Donc il faut bien comprendre que ça c'est la valeur sûre, je dirais, de l'univers. La valeur de la vie, elle est là. La valeur de la stabilité de la vie, de l'émergence de la vie, de la chimie de la vie. Toute la chimie, elle est là. Ça c'est déjà une recréation à partir de quelque chose, à partir d'un sol, à partir de quelque chose. Voilà. Hein? Par exemple, lorsque certains feux apparaissaient par la foudre, etc., on pourrait dire ah, ça tombe du ciel, certes, mais cette étincelle avait besoin de quelque chose pour lui donner la réalité du feu, si vous voulez, et forcément passe par un combustible. Ça marche? Voilà. Donc, ça, nous, c'est pas notre référentiel collectif, mais on pourrait dire que nous, par exemple, chacun, vous organisez les trigrammes comme vous voulez. Et puis tous les jours ça change. Mais jamais ça se met comme ça. C'est ça un ego. C'est-à-dire un ego, c'est quoi? C'est quelque chose qui s'oppose à la structuration universelle. Pourquoi il s'oppose à la structuration universelle? Ça lui donne sa spécificité, ça le distingue, et ça lui permet de dire j'existe. Si je me mets dans une structuration universelle et que je m'intègre tellement dans cette structuration universelle, je disparais en tant que moi. Donc ça fait disparaître moi, ça fait apparaître moi. Donc qu'est-ce que vous voulez écrire sur une civilisation de moi? Vous ne pouvez pas écrire à partir de ça. Donc l'histoire commence là. D'une part, parce que c'est trop parfait, si on savait que c'était la photo de l'univers dans son énergie, dans sa structuration fondamentale, encore une fois, ça ne permettrait pas de dire j'ai raison avec cette photo. Je ne peux pas dire je suis chinois et ma civilisation c'est la meilleure de toutes. Avec ça, je ne peux pas le dire, je ne peux plus le dire. Je ne peux pas faire naître une civilisation à partir de là. Donc, que ça soit manifesté ou non manifesté, c'est une manière malhabile ou habile, comme on veut, pour dire, de toute manière, puisque c'est inné aussi, on dit par exemple ça c'est inné, donc ça ne peut pas. Nous, ce qui nous intéresse, c'est l'acquis. Et ce qu'on va acquérir, c'est tout sauf de l'ordre. C'est-à-dire, on va acquérir quoi? On va acquérir un agencement qui va être notre agencement, chacun son agencement, et c'est ça l'acquisition. Voilà. Et l'inné, voilà. L'inné nous rattache à quelque chose. L'acquis nous distingue de ce quelque chose. Donc encore une fois, ici vous avez un aspect cognitif qui permet de se reconnaître, de se connecter à un ensemble, alors que ici vous avez une façon cognitive de vous séparer et dire moi je. Ça va, est-ce que c'est clair? C'est bon? Oui? C'est clair? Oui? C'est fondamental.
Si vous ne comprenez pas ça, votre moi-je, il est toujours au top niveau, comme celui-là. Vous voyez, ah, moi-je, mais moi-je, je le mets au plus haut. Comme ça. Et si celui-là, ça représentait l'hémisphère gauche, mon hémisphère gauche, c'est le meilleur. Et comme l'hémisphère gauche, c'est l'apanage masculin, et que cette civilisation, c'est les hommes qui ont fabriqué des gadgets, le cerveau gauche, il a surtout servi à fabriquer des gadgets, puisqu'il a servi à fabriquer quelque chose qui a permis de se distinguer. Et l'esprit féminin, il n'a pas ça en tête. Lui, l'esprit féminin, c'est quoi? C'est l'eau et la terre, c'est primordial. C'est primordial, et c'est quoi? C'est m'intégrer à la nature, c'est m'intégrer à la situation dans laquelle je suis, et je ne demande pas plus de gadgets que ça. Ok? Je demande de la sécurité. Ici, l'esprit féminin, c'est je demande de la sécurité. Mais en demandant de la sécurité, l'homme, il a amené la fameuse sécurité. Donc il a commencé à construire, d'abord c'était des grottes, il ne construisait rien. Il a amené le feu. Bon, il a amené du confort. Et il a amené une autre façon de se nourrir, etc. etc. Et puis petit à petit, il a amené le désir d'étendre son territoire, puis le désir de fabriquer de plus en plus sophistiqué, et etc. 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 Voilà. Et c'est devenu donc ce que nous connaissons, hélas, de trop. Le retour à la simplicité, c'est revenir à des valeurs plus féminines, à des valeurs plus yin, à des valeurs plus originelles, qui font qu'on retrouve, disons, on pourrait se réintégrer ou repartir sur des nouvelles bases pour se réintégrer à cette nature et non pas mettre en avant une culture qui étouffe la nature. Alors, quand par exemple Javary, qui est le sinologue le plus en vogue actuellement dans l'Hexagone, il fait référence uniquement au Yidji, c'est-à-dire à ce qui en a été écrit, donc aux 64 hexagrammes, et surtout il a décortiqué les significations, les sens de la langue chinoise et de ses trigrammes, et de ses hexagrammes, avec leurs noms, etc., donc donnant un sens à l'image. Et il oublie de dire que lui, ce qu'il dit, et ça c'est assez disons que ça casse complètement cette idée que je viens de dire, c'est-à-dire que ça préexiste au ciel postérieur, ça préexiste au Yijing, mais comme lui c'est un exégète, c'est un historien, et qu'il part des écrits pour prouver quelque chose, par rapport à une communauté, il ne peut pas faire référence à quelque chose qui n'est pas écrit, pour dire croyez-moi sur parole, c'est ça, etc., etc. Il n'y a aucune preuve. Comme il n'y a aucune preuve, à ce moment-là, ça disparaît, je l'élimine, et on n'en parle pas. Et on va parler de ce qui est écrit. Ce qui est écrit, c'est les commentaires, les 64 hexagrammes, et point barre. Donc en fait, c'est un analyste de commentaires, mais ce n'est pas du tout ni un holistique, ni un spiritualiste, ni rien du tout, parce qu'il ne fait pas référence tout simplement à l'essence même des 64 qui tient sur 8. L'essence même tient sur 8, il ne le met pas en avant. Il ne le met pas du tout en avant. Et il dit que c'est l'agencement du ciel intérieur comme du ciel postérieur est venu après l'écriture. Alors que l'écriture est forcément issue des symboles ultra simples qu'on trouvait sur les carapaces de tortue et qui représentaient des lignes pleines ou des lignes brisées. Donc l'origine de l'écriture même, de l'écriture chinoise, elle est dans ses traits. L'origine de l'écriture chinoise est dans ses traits, c'est-à-dire entre soit des traits brisés, soit des traits pleins. C'est l'origine de l'écriture chinoise. Donc c'est vraiment ça qui est à l'origine. Et après, ça est devenu un agencement de traits, après de cercles, etc., des traits qui reviennent sur eux, etc., etc. Un trait continu qui revient sur lui-même, mais ça devient ça.
tout simplement. Ok? Un trait discontinu, qui a, mais des discontinus. Ça change. Ça devient ça. C'est-à-dire, il y a des angles. Hein? Des discontinus. Voilà. Mais le symbole du carré, c'est devenu la sapèque chinoise, avec au départ l'idée que la Terre est forcément inclue dans le ciel. Donc si je mets l'homme, ben, l'homme il est quand même sur la Terre, hein, et donc il va dépendre d'un ensemble qu'on appelle le ciel. Ok? Ça marche? Bon voilà, maintenant j'ai montré un petit peu le départ. Là on va rentrer un peu plus dans les arcanes de la numérologie qui va déclencher donc ce ticon du retour, donc ce ticon des 9 petits cieux. 1. Le ciel. La plus vieille phrase chinoise qui était inclue dans le Sitse, qui était un annexe du Yi Jing, disait 1 c'est le ciel, 2 c'est la terre, 3 c'est le ciel, 4 c'est la terre, 5 c'est le ciel, 6 c'est la terre, 7 c'est le ciel. Non. Donc on voit que tous les chiffres impairs, ce sont des chiffres du ciel, et les chiffres pairs, ce sont des chiffres de la terre. Pourquoi? Hein? Pourquoi? Le cercle, Non. le cercle. Non. Et le carré. Non. C'est pair. Non. Le carré c'est pair. Et oui, Un carré. Ah, t'as dit ça? Et le cercle. Ah oui. Voilà, par exemple, oui, on peut dire le symbolisme du cercle c'est 3. C'est 3, 14. Donc c'est 3, et c'est irrationnel. Le symbolisme de la Terre, c'est rationnel, c'est 4. Ok? Donc on a la représentation de 3 et 4, c'est la représentation du ciel et de la Terre. Tous les chiffres impairs sont comme le 3, mais ils sont impairs parce que on peut pas les... ça crée une instabilité, si vous voulez. C'est-à-dire ça crée on ne peut pas les voir. Ils sont plutôt du côté du non manifesté. Donc les chiffres impairs sont des chiffres représentant quelque chose qui se passe à l'intérieur de nous. Peut-être par rapport à la réception du non manifesté, de l'invisible. Alors que les chiffres pairs vont représenter quelque chose qui peut se manifester parce qu'il y a quelque chose qui est en accord avec la Terre et qui fait que ça fonctionne. Un demi-carré, demi-cercle, demi-carré. Un, c'est la représentation de la verticale. Ok. 3, c'est 2 demi-cercles. Un cercle qui est éclaté, c'est un œuf. Un œuf ouvert. Naissance de la vie. 4, c'est la représentation de la croix, auquel je rajoute le feu qui monte. 5, un demi-carré, un demi-rond. Inverse de 2. On voit que 5, ça va être l'inverse de 2. Donc ces deux chiffres vont être très importants. Comment revenir au centre? Il faut prendre la Terre et juste inverser les valeurs. Et ça va donner une valeur centrale ici. C'est-à-dire que ce qui paraissait rond côté ciel, il faut l'intégrer comme un carré, et l'autre, voilà. Donc on va renverser ça fait comme un miroir. Hein, il y a un effet miroir ici. Voilà, entre ces deux. Voilà, comment comprendre le 5? Il faut comprendre à partir de là. 6, on va l'avoir ici. C'est quelque chose qui descend. Là, on est dans la descente. Quelque chose qui descend, qui se recroqueville sur lui-même. 9, c'est le ciel qui descend vers la terre. 6, c'est un 9 à l'envers. C'est un recroquevillement sur soi à partir d'une descente qui se fait là. Pourquoi ça descend ici? Parce que à l'origine, c'est basé sur des boussoles anciennes chinoises, c'est-à-dire le sud est toujours en haut, le nord est toujours en bas. Le sud représente le plus chaud, le plus lumineux, le nord représente le plus froid et le plus sombre. Il représente minuit, ça représente midi. D'accord? Comme ça représente minuit et midi, ça tourne ici du côté de l'ouest, qui est ici,
et du côté de l'Est qui est ici. Donc toutes les représentations d'origine, elles sont comme ça. Et donc le soleil décline, le yang décline, donc le yin augmente de ce côté-là. Le yang augmente, donc le yin décline de ce côté-là. On a le départ du cycle sur lequel tout a été inventé après. Donc, je finis d'abord ça. Ici, de l'autre côté, on avait, alors, le 8, il aurait pu s'écrire comme ça, par commodité. On ne l'a pas écrit comme ça, parce que ici, ce sont des chiffres carrés, ici, ce sont des chiffres ronds. Puisque c'est yin, mais ça part c'est la fille du ciel, donc ça part du ciel. Alors que là, ça vient de la terre, donc c'est carré, donc ce sont des chiffres carrés. Ici, toute cette partie-là, je ne mets pas le 5 encore, toute cette partie-là, impair, pair. Le ciel, la terre. On retrouve l'organisation au bas, le ciel qui commence à descendre ici, et la terre qui commence à remonter ici. On voit déjà la naissance de yin et yang. On voit déjà une organisation entre le symbolisme du yin et du yang, qui est comme ça. Est-ce qu'on peut dire aussi qu'il y a une forme du côté impair, du coup de déséquilibre, qui permet au pair de rééquilibrer une sorte de déséquilibre équilibre? On pourrait. Oui, c'est-à-dire que ça amène une information, ça amène quelque chose de nouveau, et ce quelque chose de nouveau, et ensuite il faut qu'il soit réintégré là-dedans pour que ça puisse fonctionner du côté de la Terre. Ouais, on peut le voir comme ça. Ici c'est égal à 20, ici c'est égal à 20. Donc vous avez une égalité au bas, qui est une égalité au niveau des chiffres. Okay. Lorsqu'on va faire ce Qigong, on va commencer par la posture 1, ensuite la posture de la terre, donc d'abord le ciel, après la terre, après la posture de l'eau, après la posture du feu. Ensuite, on fera une posture centrale, qui est une posture centrale et qui exprime, là c'est la posture toujours, ça a toujours été le symbole du maître. C'est-à-dire que c'est comment prendre sa vie en main si on ne retrouve pas son centre. Et son centre nous permet ensuite de maîtriser, entre guillemets, la situation. Donc le centre, c'est le symbole du moyeu central. Donc à la base, c'est un 0. D'accord? C'est un moyeu central qui permet au cycle de tourner. Et dans ce moyeu central, le 5 s'est mis là, un 5 supérieur se met là, un 5 inférieur se met là. Nous verrons tout à l'heure que c'est très important dans la représentation comme ça, parce qu'on va le représenter avec les chakras. Vous allez le voir pourquoi. Donc, ça c'est le retour, donc le retour chinois, alors que dans le ciel postérieur c'est le Loshu. Le Loshu c'est le carré magique, en 9 positions. Le retour, il est organisé comme ça, vous le trouverez nulle part, parce que il n'y a personne qui a pu associer le ciel antérieur, qu'on s'en fout, avec le retour qui lui a été retrouvé. C'est-à-dire le ciel antérieur, on connaît l'agencement, il est dans les bouquins chinois. Le retour, il est dans les bouquins chinois. Mais le ciel intérieur est là, le retour est là. Le ciel postérieur est là, le Loshu est là. On voit que le ciel postérieur et le Loshu, qui est une numérologie qui est à l'origine du ciel postérieur. Pourquoi elle est à l'origine du ciel postérieur? Tout simplement parce que si vous faites un carré magique Loshu, je vous montre un carré magique, vous mettez le plus grand chiffre, je vous donne le départ, la logique est simple. Le plus grand, le plus petit. Vous mettez le feu dans le plus grand, donc le chiffre correspondant au feu, c'est le 9, le chiffre correspondant à l'eau, c'est le 1. Ça ne correspond pas du tout avec ça. Donc la numérologie, là aussi, la compréhension de la symbolique des chiffres n'a rien à voir
n'a rien à voir entre la façon dont on comprend le retour par rapport au trigramme et la façon dont on comprend le retour, dans la numérologie de A, par rapport au ciel postérieur. Ça va? Il fallait que ça fasse toujours 15. Donc ici, 9 et 5, 14 et un 15. Hein, donc ici on avait le 2, ici on a le 6, le 2, 8, 8, 7, 15, voilà, etc. Le 3, on avait le 4, 7 et 5, non, 7 et 5, on a le 3, voilà, le 4 il est ici, 9 et 2, 11 et 4, et on a le 8 ici. Voilà. Et par rapport à ça, ben on va placer après les trigrammes en fonction de la signification des chiffres. Et donc c'est pour ça que le 2 ici, ça a permis la Terre. On permis la Terre, et le ciel se retrouve en position 6. Oui, il se retrouve en position 6, le ciel. C'est-à-dire que par rapport à la compréhension du ciel intérieur, on ne comprend plus rien. Voilà. Ben, c'est normal. Imaginez une société qui serait basée sur une spiritualité. Voilà. Le ciel, c'est l'esprit. Ben, mettez-le ici. Ça s'appelle bloc. Qui bloque? Ben, bloquez la spiritualité et vous avez la civilisation chinoise. Et la nôtre aussi. Hein. Ah oui. Hein, la nôtre scientifique, pareil. Je bloque, je remplace le ciel par conscience. Conscience, il y a science, il y a code devant. et pour les scientifiques, ils ne veulent pas le mettre. Donc ils s'arrêtent à science. Hein, ça fait mieux. Voilà, ça fait mieux. Voilà. Et donc, si vous mettez la conscience, vous la mettez là maintenant. C'est-à-dire bloquée. Ben, c'est bien si tu bloques la conscience, qui est l'intelligence des choses, on pourrait dire l'intelligence des choses, c'est-à-dire ce qui a préfiguré la science, avant que le petit cerveau humain dise c'est scientifique, ben, on peut que constater que tout est organisé. Donc tout est magnifiquement organisé, ça veut dire que si c'est magnifiquement organisé, c'est plus fort, plus grand que la science, donc c'est la conscience. Je mets la conscience ici, et c'est bon, j'ai l'ego qui peut sortir. La spiritualité, pas de spiritualité, rien du tout. Est-ce que c'est clair? C'est juste, il faut des flashs. Hein. On n'a pas le temps de faire un cours de 300 plombes. C'est juste, il faut vite comprendre les grands axes qui font que nous sommes là, dans le malheur intérieur dans lequel nous sommes. Tout ça, ça vient du ciel. Ça vient de la terre. Ça veut dire que le yin, pour nous, par exemple, c'est la terre. Mais le yin de ce côté-là, c'est quelque chose qui a été donné par le ciel, pas par la terre. Le yang de ce côté-là, c'est quelque chose qui a été donné pas par le ciel, puisque ça veut aller vers le ciel. Ici, ça veut remonter au ciel, c'est que c'est pas du ciel. Ici, ça descend du ciel, ça venait du ciel. Hein, on peut dire que le 9, une fois qu'il a chuté, ben, il garde une mémoire céleste quand même. Il chute, certes, mais il a une mémoire céleste. Sa mémoire céleste, c'est le cercle. Là, il veut monter, mais sa mémoire de pourquoi il monte, sa volonté, il a son d'où sa volonté, c'est comme le feu. Il lui faut du comburant, il lui faut un combustible, donc il lui faut de l'énergie. Cette énergie, il va la puiser ici. On est d'une civilisation de l'épuisement de l'énergie de la Terre. Voilà, on se sert des ressources qu'il y a à l'intérieur du sol ici. Donc on va se servir du feu central qui va donner l'idée de se servir de l'énergie pour faire quelque chose et pour remonter vers le ciel. Ok? Il se trouve que dans les paquois du ciel intérieur, ici ça ne peut pas atteindre l'essence 2, ça bloque, ça ne peut pas l'atteindre. Ici ça ne peut pas atteindre, quand ça veut monter, ça ne peut pas atteindre le ciel, c'est pour ça que la flèche ici, elle est ici parce que c'est une fuite, le 7 est un arrêt de... Ici, c'est comme si à partir de là, j'allais me purifier. Ben, là, ça va quoi? Ça va faire ici de la fumée, donc ça va faire de l'air vicié. Ici, vous allez faire de l'air vicié, c'est-à-dire une fumée issue du feu, c'est-à-dire que issue d'un combustible, vous pouvez avoir des échappements, un échappement qui relargue dans l'atmosphère quelque chose qui va être pollué. Donc ici, c'est la pollution
qui est issu directement du système classique qu'on utilise. Et qui fait qu'automatiquement ça fait ça. Donc, ici, qu'est-ce que ça fait? Ben, le ciel qui est rentré ici pour donner quelque chose par rapport à l'existence, ici ça représente l'existence encore une fois. Donc, par rapport à l'existence, fait que ça ne peut pas atteindre l'essence de la Terre. Et qu'est-ce que fait le ciel? Il va se recroqueviller sur lui, ça va devenir la densité, le symbole de la densité de la cristallisation. Et qu'est-ce qu'on va cristalliser ici? Nous, on va cristalliser les peurs. On va cristalliser les peurs, parce que ici, si je m'appelle moi, ici je dis moi je, voyez le 9, qui était le moi je du Lochou, voyez, le plus haut, ben lui il chute là, il n'est pas au plus haut. Donc là il est stable, mon jeu il est au-dessus, il domine la nature au-dessus. Là, il chute, direct il chute. Mais en chutant, il dit oh, là il y a le trou. Là il y a le trou central, hein, c'est le grand yin. Là. On ne va pas tomber sur les pointillés. Il se trouve que les pointillés, c'est pas là où on va tomber. Là, le moi-jeu, il va tomber là, dans le grand vide. Voilà. Et ça s'appelle la mort. Pour nous, ça s'appelle la mort. Ça. Donc, l'essence de la matière, l'essence de la terre, pour nous, c'est la mort. Pour nous, occidentaux, pour nous, moi-je. Donc, comme c'est la mort, l'essence de la terre, déjà, le grand yin, grande peur. Le grand yin, ça fait très peur. Donc, qu'est-ce que je fais? Ben, je bloque tout ça, et en bloquant tout ça, ben, je garde ma peur fondamentale de disparaître. On parle pas encore d'un corps, on parle simplement d'une idée. Là, c'est une idée. C'est une idée de moi-je. Si vous êtes inclus dans un système universel, si vous ne mettez pas un moi-je, ben forcément, il y a quelque chose qui va disparaître dans ce trou noir. Mais le trou noir, c'est un reconditionneur d'énergie. C'est-à-dire, il va reconditionner des nouvelles énergies. Si vous n'avez pas ça, vous n'avez rien compris au Qigong. C'est-à-dire que vous dites, par exemple, qu'est-ce que c'est le substrat général du travail sur l'énergie, l'énergétique? C'est, vous arrivez, vous êtes le professeur, vous êtes élève. En face, vous dites, détendez-vous. Est-ce que vous, en tant que professeur, vous êtes capable de vous détendre? Déjà, vraiment. Ensuite, est-ce que vous pensez que les autres peuvent l'entendre? Réellement. Déjà, ils sont séparés de leur corps. Ça veut dire qu'ils sont séparés de leurs sensations. Ensuite, ils ont peur, ils ont une effroyable peur de l'essence de la Terre, qui est un trou, donc une absence. Si c'est une absence, j'y vais pas. Si j'y vais pas, et derrière vous mettez un discours, détends-toi. Ça, c'est la détente maximum, c'est-à-dire qu'on ne peut pas faire mieux. C'est-à-dire que si tout d'un coup vous disparaissez en tant que corps, quand vous détendez, par exemple la relaxation ou la méditation, hein, vous disparaissez totalement en tant que moi-je, vous êtes capable d'atteindre des niveaux de relaxation qui sont proches de zéro, si vous voulez. C'est-à-dire, qu'est-ce que c'est? Vous vous rapprochez des vibrations, des fréquences de l'encéphale qui se rapprochent de zéro. Zéro étant, dès qu'on est au-dessus de zéro, on est dans le sommeil profond. 0,0, c'est la mort cérébrale. D'accord? Donc si on est à 1, on dort. Vraiment bien. Hein? Jusqu'à 4, on dort vraiment bien. Hein? C'est des zones de delta, c'est très très bon. Voilà. Au-dessus, c'est du alpha, c'est bien. Quand on commence le Qigong, tout ça, on est dans les zones d'alpha, c'est très bien. La méditation, au départ, c'est alpha. On peut arriver dans du θ. Le θ, c'est des zones plus proches du delta, ça veut dire plus proche du sommeil profond. Ça veut dire qu'on se met dans un état où le moi-je disparaît, le corps a envie de s'endormir, mais la conscience émerge. Donc qu'est-ce que je fais? Quand je travaille sur du chi, quand je travaille sur l'énergie ou quand je travaille sur la méditation, il faut que je me mette dans un état de conscience modifié qui fait que je vais me rapprocher le plus possible de j'ai envie de dormir, mais il y a quelque chose qui reste éveillé. Ça s'appelle la conscience, la présence. Et je vais me situer, je vais mettre le corps en me situant comme ça. Qu'est-ce que ça va faire? Ça va déclencher des ondes de gamma qui vont remonter directement par la colonne vertébrale
et qui vont aller nourrir les centres supérieurs. Directement. C'est-à-dire vous vous régénérez instantanément. Mais si vous êtes dans les zones de bêta telles que nous sommes de façon classique tous les jours, ben ces zones de bêta font que nous nous déchargeons continuellement, nous déchargeons, ça, on ne sait pas se recharger. Alors après vous avez un discours, détendez-vous, ben c'est pas possible, rechargez-vous, ben c'est pas possible. Vous avez le cérébral qui fait... Et dans le cérébral qui fait... Mettez un discours qui fait détends-toi. Mais ça fait deux choses, et c'est comme mettre du feu et du gaz. Vous dites détends-toi, tu as allumé le feu et le gaz qui était dans la pièce. Ça fait burn out. Explosion. Vous mettez des idées à la con sur quelque chose qui n'est pas possible de réaliser. Donc notre substrat, nos conditionnements nous empêchent d'atteindre la détente parce que nous ne sommes plus reliés entre le ciel et la terre, nous sommes complètement en exil de tout ça, et par peur fondamentale, nous bloquons notre vision du moi-je, on la bloque ici, et la vision de la volonté maximum, on la bloque ici, c'est-à-dire pourquoi on travaille, c'est pour se foutre les pieds dans le sable. C'est tout. Puisque, voyant qu'on ne peut pas atteindre le ciel, la spiritualité ayant été bloquée ici, ben, puisqu'on ne peut pas l'atteindre, autant on est là pour profiter au maximum des effets de la terre et puis chacun individuellement avoir le bonheur, c'est le chiffre du bonheur 7 dans toutes les civilisations, avoir le bonheur de pouvoir se mettre les pieds sur un transat et de profiter des fruits que nous aurons largement reçus pendant notre labeur sur cette terre. Magnifique. Voilà. Et voilà le tableau général dans lequel nous sommes. Alors vous dites je veux me détendre, vous ne connaissez pas ça, vous n'avez pas remis en question votre logiciel qui vous fait marcher. Le logiciel, c'est un logiciel de ciel postérieur, qui plus est, il n'est pas collectif, il est personnel, voilà, mais c'est quand même un ciel postérieur, c'est-à-dire c'est un acquis qui est désorganisé par rapport à un inné universel, et qui fait que vous allez vous débattre connement, sans pouvoir atteindre la tranquillité, à aucun moment. Jamais ça lâchera. Jamais ça pourra lâcher. C'est impossible. Donc, si vous ne comprenez pas ça, vous ne pouvez pas lâcher fondamentalement. Vous allez avoir un discours qui représente une allumette que vous allez allumer au milieu d'une pièce avec du gaz. Et ça ne va pas faire beau. Ça va faire quoi? Ça va faire culpabilité, ça va faire emmerdement maximum, frustration, etc., etc. Donc, ça ne peut pas marcher. Ça marche? Alors, le lac, il a le nom du lac, il a été, donc ici c'est Jen, d'accord? Ça veut dire ce qui ébranle, ce qui secoue. Donc quand ça secoue, ça veut dire qu'il y a quelque chose ici qui fait que ça se met, ça bouge, et là ça secoue. On peut mettre à la place, on peut mettre le volcan. Pourquoi le volcan? Parce que tout simplement ici, j'ai plus de place, mais si je fais le yin fondamental, c'est une vallée. Une vallée ne peut être fabriquée, faite sur le plan naturel, pas l'essence. L'essence du yin, c'est un trou, mais si on veut le représenter au niveau de la nature, ça va être un creux, un nid. Ce nid peut se faire que si les bords remontent. S'ils remontent, il faut qu'il y ait quelque chose qui remonte d'un côté, quelque chose qui remonte de l'autre. Ça veut dire quelque chose qui est pointu ici, quelque chose qui est rond ici, avec un creux. Qu'est-ce que c'est le trigramme? Le trigramme Jen, c'est un yang avec deux creux. Donc ici, pour comment ça peut secouer, c'est que le yang ici, ici c'est que des yang, dans les Pakois c'est que des yang. Yang, à la base c'est que des yang. Ça secoue et ça va déclencher. De l'autre côté, ce yang qui était à la base partant du centre, il se retrouve en périphérie et il bloque le système. Donc, qu'est-ce que c'est une montagne?
c'est tout simplement quelque chose qui refuse, c'est un refus de la Terre, un refus, je dirais, qui refuse de descendre et qui remonte par les effets, par les pressions internes, par la cristallisation, et qui remonte et qui fabrique ça. Mais du coup, ça fabrique une vallée, et en fabriquant la vallée, ça fabrique la vie. La vie continue à se fabriquer ici. Mais la vie, pour nous, le corollaire, c'est la mort. Donc qui dit vie, dit mort. Alors comme on a peur de mourir, on ne sait pas vivre. C'est simple. Ayant peur de mourir, on ne peut pas vivre. C'est impossible. Tu dis, tu vis quoi? Tu vis sur la peur de mourir. Donc forcément, tu ne peux pas vivre. Ça veut dire que tu as toujours quelque chose qui te poursuit, hein, où tu es en train de glisser dans le trou, et tu résistes comme ce n'est pas permis pour ne pas y tomber. Quand c'est le lac, ici, Twei qui signifie le lac, symboliquement, il est dans cette horizontalité. C'est-à-dire, qu'est-ce qui fait que le trigramme 7, c'est le lac, c'est que le yang étant au maximum, on a monté de yang, et si j'en rajoutais un yang supplémentaire, j'atteindrais le ciel. Pour ne pas atteindre le yang supplémentaire, l'énergie fait défaut, et je mets un yin. Et le yin, c'est quoi? C'est une sorte de platitude, c'est-à-dire que ici c'est ça monte, et le symbolisme du lac, c'est il n'y a plus de vagues. Ici, il n'y a plus de vagues. Zéro vague, ça s'arrête. Il n'y a plus de force. Donc le symbolisme du lac, et la fumée, si vous voulez, c'est dans l'idée que ici ce sont des éléments célestes, donc c'est léger, ici ce sont des éléments terrestres, donc c'est lourd. La fumée, c'est de l'air vicié, et le nuage ici, c'est de l'air chargé d'eau. Ici, c'est chargé des résidus du feu, ici, c'est chargé de l'eau. Donc ici, c'est lourd, ça va lâcher quelque chose. Ici, c'est léger, mais en étant léger, ça obscurcit la vue, ça obscurcit la lucidité, ça obscurcit tout ça, et donc ça retombe sur quelque chose d'inconscient. Et là, ça retombe sur une sorte de platitude. Pourquoi ils ont mis le lac? Parce qu'ils n'ont plus la représentation, la compréhension et la représentation du ciel intérieur. Tu mets les explications du lac, quand ils ont traduit par lac, c'est parce que par rapport à la civilisation du ciel postérieur, c'est pas par rapport à la civilisation du ciel intérieur. Donc, quand on retrouve ces symboles ici, on les retrouve avec les noms de l'autre. Voilà, voilà, tout à fait. Mais avec les noms de l'autre, on peut, bien sûr, puisqu'il y a les noms qui sont déjà donnés en chinois, donc on ne va pas en inventer d'autres. Nous, on prend les noms qui existent déjà des trigrammes. Dans les trigrammes, on leur a donné ce trigramme, on lui a donné le nom de Twei. Celui-là, on lui a donné le nom de Sun. Voilà, celui-là, on lui a donné le nom de Kan, etc. Après, ce sont des... Là aussi, on voit bien que dans nos approches cognitives, là tu montres bien que dans ton approche cognitive, tu ne peux absolument pas relier dans ta tête un lac avec la fumée. Voilà, dans ton approche cognitive. Pourquoi? Parce que on t'a dit lac, c'est écrit avec un L, un A et un C. Fumée, c'est écrit F, U, M et E. Ensuite, tu vois une image. Lac, ah oui, il y a de l'eau, c'est lourd, c'est en bas, etc. Fumée, c'est léger, etc. Comment je peux réunir ces deux natures? Je ne peux pas les réunir par le symbolisme. Par exemple, si je dis un c'est lourd, l'autre c'est léger, je ne peux pas les réunir. Si je dis un c'est à base d'eau, l'autre c'est à base d'air, je ne peux pas les réunir. Ok. Quelle est la conséquence sur ton psychisme? C'est que dans le lac, l'idée du lac, c'est que les choses sont tranquilles. Ça s'approchait un peu de la chaise longue. Et voilà, ça s'approche de la chaise longue que j'ai dit tout à l'heure. C'est-à-dire c'est tranquille. Le lac, c'est tranquille. Voilà. Et la fumée, c'est la fumée que tu t'es racontée durant ta vie ici. C'est toute la fumée que tu t'es racontée pour dire maintenant je suis arrivé à un certain niveau de confort. Je suis arrivé à ce niveau de confort, donc de tranquillité. Là, c'est la peur effroyable. Donc c'est l'insécurité totale. Ça, c'est le symbole de l'insécurité totale. Celui-là, c'est le symbole de la sécurité totale. Mais pour être dans la sécurité totale, il faut que tu t'embrouilles l'esprit. C'est-à-dire que tu ne peux pas être dans la sécurité totale si tu dis ma tranquillité, elle est provisoire. Si je veux bien voir les choses, je vais être obligé de repartir au turf et de repartir dans le cycle, et je ne peux pas me contenter de cette position.
D'ailleurs, tout le monde, l'été par exemple, passait pas 12 mois à la plage. C'est-à-dire qu'à un moment donné, ça s'arrête. Et tu es obligé de repartir au turf. C'est-à-dire que ça, c'est comme pensez une roue qui est lancée comme ça. Ah, voilà, une roue qui est lancée. Elle ralentit. Voilà, elle pourrait retomber comme ça. Mais sur l'élan, elle fait ça, mais elle repart. Ça ralentit. Pendant que ça ralentit ici, tu dis waouh, c'est super, qu'est-ce qu'on est bien. Puis, c'est reparti. Oh, t'as ralenti, waouh, c'est super, qu'est-ce qu'on est bien. Voilà, et c'est reparti. Voilà, c'est cette idée-là qui fait qu'on peut accorder, rapprocher l'idée du lac avec la tranquillité. L'idée de la fumée, c'est aussi de se raconter des histoires. Et donc, c'est une fausse tranquillité, mais c'est une tranquillité. Ça marche? Donc, j'efface tout ça. Ah, tu n'effaces pas. Vas-y, dis. Par rapport au Chico, tu disais qu'on allait passer par ces 9 étapes? Oui, tout à fait. Ah, tout à fait. C'est-à-dire qu'on va travailler, aujourd'hui, on va travailler non pas sur l'enchaînement final, on va travailler sur l'essence de chaque posture. Qu'est-ce que ça induit? Qu'est-ce que le ciel? Qu'est-ce que la terre à nous? Qu'est-ce que le haut, etc. Donc tous les chiffres impairs, ce seront des postures d'équilibre. Tous les chiffres pairs, ce seront des postures de stabilité. Donc tous les chiffres là, c'est la stabilité. Ça, c'est instable, et ça, c'est instable, puisque c'est un chiffre impair. Ok? Donc tout ça, c'est instable, ça, c'est stable. Ah, alors qu'est-ce que ça pourrait représenter ça? Ça de l'homme. Ouais, alors ça veut dire que ça, c'est le carré, je dirais, pragmatique, hein, naturel. D'accord? Avec là, ça génère pas, comme c'est, comment dirais-je, les choses sont déjà placées. C'est-à-dire, il y a le ciel, il y a la terre. Ça, c'est placé. Donc, ça ne génère pas de mouvement. Ça ne génère pas de mouvement en soi. C'est tranquille. C'est placé. Là, dès que tu fais ça, tu inverses un processus, ça génère un mouvement. Ça veut dire que ce moyeu central qui au départ est juste un vide, en réalité, dans ce vide est contenue une information qui renverse tout, et c'est ça qui va générer la rotation de l'ensemble. C'est-à-dire qu'en soi, le 5 est une reprise au lieu de le laisser tel que c'est, tu le reprends dans un autre sens pour générer justement un mouvement entre le ciel et la terre. Entre le côté carré des choses et le côté circulaire des choses. Le 5, ça réunit. C'est le moyeu. 5, c'est le moyeu. 10, là. Nous on compte comme ça. 1, une erreur. 1, 2, 3, plus petit. 1, 2, 3, 4, 5. Le 5 réuni. 6, 7, 8, 9. Le 10 réuni. Qu'est-ce qui fait que le 10 et le 5 sont centrales? Le 5, c'est la charnière de 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9. Le 5 est au milieu d'un groupe de 4 et un groupe de 4. Le 10 est au milieu des 9 premiers chiffres et des nombres. C'est une charnière. Le 10 est un renversement. On démarre sur 0,1. Le 10 est un renversement. Le 0 devient significatif. Au début, le 0 n'a pas de signification. C'est-à-dire, c'est l'aspect invisible du moyeu qui déclenche le 1. L'idée du 0 et du 1, à la base, est très simple. Hein. Si vous mettez un lien entre le ciel et la terre, c'est-à-dire un 1, le 1, il est là, il descend. Si vous mettez le lien entre deux choses, vous pouvez dessiner un cercle. Le cercle fait que vous reliez quelque chose. Quand vous mettez un carré, c'est l'inverse, c'est-à-dire que vous divisez quelque chose. Hein, le carré, ça divise quelque chose. Donc ici, le 0, 1 de départ devient un 1, 0, et le 0 prend la valeur pour nous d'un multiplicateur de 10. Et derrière, il va devenir une quantitatif, alors que ce n'est pas du tout le symbole de la quantité,
c'est le symbole du vide. Mais pour nous, on va en faire une matière. Le 10 va devenir des sous. Mais ça va devenir une virtualité qui va pouvoir nous faire acheter de la matière, du matos. Ça tient sur du vide, qu'on a mis de l'autre côté. Alors ceux qui n'ont jamais vu ce genre de travail, je ne rentre pas dans les détails ici, ce genre de travail, vous le retrouverez dans mon bouquin et dans le DVD de 9 petits cieux, où il y a l'explication des pagouas. Mais sachez une chose, c'est que ici, c'est toujours du yang qui débute du centre. À partir de là, ce sont que des yang, c'est que des yang, que des yang. À partir de là, ce sont que des yin et que des yin. Ok? C'est une séparation droite-gauche. Ça veut dire que ici, je sépare le système en droite-gauche, en premier. Pourquoi je sépare en droite-gauche? Parce que en premier, c'est ce qui va faire que j'existe, c'est la différence entre ma droite et ma gauche. En second, c'est une réflexion interne. Ça veut dire que ça va devenir le noyau central de chaque trigramme. Ça veut dire que ta séparation haut-bas, ça te concerne. Donc le deuxième niveau, c'est une séparation haut-bas. À ce moment-là, je vais mettre la séparation, comme on a vu avec les chiffres pairs par rapport et les chiffres impairs. La séparation va être comme ça. Donc ça veut dire que ici, je vais avoir que des chiffres pairs et là que des chiffres impairs. Donc ici, j'ai forcément des yang. Et ici, j'ai forcément des yang. Alors qu'ici, j'ai forcément des yin. Ici, j'ai forcément des yin. Et ici, j'ai forcément yang, yang, yang. Donc 4 yin là. Ça va devenir le centre de chaque trigramme, qui est une façon de voir maintenant par rapport au haut et par rapport au bas. En bas, c'est automatiquement yin. En haut, c'est automatiquement yang. À gauche, c'est automatiquement yin. À droite, c'est automatiquement yang. Mais le yin de haut-bas n'est pas le yin du droite-gauche. Le yang du haut-bas n'est pas le yang du droite-gauche. Ils n'ont pas, pour nous, on emploie le même mot, ça veut strictement rien dire. Ça n'a rien à voir. C'est-à-dire que quand vous avez séparé le yang par rapport au bas, ça vous donne une autre vision des choses que si vous le séparez par rapport à la droite et à la gauche. Ok? Le troisième niveau, c'est une alternance. À partir du tout yang, ici, qu'on n'atteint jamais, là, ici, ça devient, on repart par le... Donc, non, on est à l'extérieur, donc c'est la périphérie. À la périphérie, ça redonne un yang, puis on alterne yin, puis un yang, puis un yin, puis du yin, on repart avec un yin, puis un yang, puis un yin, et un yang. Donc on va avoir, le troisième est une alternance. L'alternance, c'est quoi? C'est la fluctuation au quotidien qui change très vite. C'est-à-dire que les premiers niveaux de structuration, ce sont des niveaux comme si on sépare l'univers en secteurs. Tandis qu'à partir de la périphérie des choses, c'est que, comme nos humeurs, elles peuvent changer très vite. Du yang au yin. C'est yang, non je suis yin. Non t'es yin, non je suis yang. Ça change tout vite. Donc la fluctuation, ça va indiquer le niveau vibratoire. Donc ici, le dernier niveau, ça sera en rapport avec la vibration que l'on émet. Et qui change très vite. C'est les fluctuations. Donc c'est le cycle des mutations. C'est les mutations. Le dernier chiffre le dernier trait va représenter les mutations en chacun de nous qui vont très vite. Ça marche? Si je reprends le centre avec 5, le 5 ici et le 5 ici, ici je représente la colonne vertébrale. Ça marche? Colonne vertébrale. On peut dire la tête, Huayin, Huayin, Huayin. Donc, si on s'en tient là, Huayin, c'est bien la réunion des yin. Ici, c'est les 100 réunions, donc les réunions du yang. Ok? Pai Wei. Donc, ça veut dire qu'ici, il y a un impact céleste du yang primordial. Ici, il y a un impact venant des pieds par le Huayin qui les réunit. Ici, qui fait que mon tronc, il va être au plus bas avec une racine, ici côté racine, et ici côté coronal,
qui va être relié au yang essentiel et ici au yin essentiel. Ok, donc on a le plancher pelvien avec le creux, le trou central par où on défèque, mais juste devant, hein, pas par où on défèque, par où on rentre le yin, c'est juste devant, c'est pas le même. Donc ici, voyez, le trou il est sur les côtés là, et c'est là où on défèque, tandis qu'au centre, il y a le roi yin. Juste à côté, c'est. Ah, il ne faut pas se tromper. Juste devant, c'est le. Si on met ça, hop, je fais ça, roi yin. Je fais ça, je chie. Là, je ramène. Ça marche, c'est compréhensible, hein? Très pédagogique, voilà, chaque fois. Très pédagogique, ça. Arrêtez, ça passe à la télé. Ici, on avait vu 7, non, 9, pardon, 9, 7. Ok, on va voir ce que ça, comment ça correspond. Celui-là, je vais le mettre un peu plus haut. Celui-là, je le mets là. Ok, donc on a un certain niveau, on a un certain niveau, on a un certain niveau. Ici, on a celui-là, je vais légèrement, pour arriver à le placer sur une image corporelle, je le décale légèrement. Ce 5, je le monte à peine un peu au-dessus de cette ligne, où je vais placer le 3, le 4, ok. Je laisse toujours ce 5 ici. Oui, je laisse ce 5 ici, mais celui-là, je vais le laisser au même endroit que le 8 et le 6. Je le laisse au même endroit, et là je mets le 2. Ok, et là je mets le 1. Voilà. Donc j'ai les 9 postures. Si je veux ramener toute cette compréhension périphérique de moi-même à l'essentialité. L'essentialité, compris en intégrant l'énergie du corps. Je vais m'occuper, qu'est-ce que je vais m'occuper quand je fais un travail énergétique? Je vais m'occuper de la qualité du travail énergétique qui se passe dans ma colonne vertébrale. La colonne vertébrale, elle a une extrémité haute, la tête, une extrémité basse, la queue, si vous voulez, d'origine, voilà, et la queue, pas la queue sexuelle, hein. La queue, voilà, le sacrum, le coccyx. Donc ici, vous avez l'atlas, hein, l'atlas et axis et le coccyx, et la tête et le bas du plancher pelvien. Donc si je veux le ramener à un travail énergétique, tout ce travail-là, qui est un travail postural pour comprendre les forces qui sont en présence tout autour de moi, avec un centre. Le centre est représenté, vous voyez, le centre est représenté, on peut dire que les trois tantièmes, la représentation des trois tantièmes, là, elle est représentée par 3, 5, qui fait 15, et 15, c'est le chiffre qu'on retrouvait dans le Loshu, qui était l'addition dans toutes les cases, et 15 a toujours été un chiffre très important, parce que justement, si on le décompose en comme ça, il fait 5, 5, 5, et c'est vraiment le chiffre de la création, si vous voulez, de la force, hein, de la force de la création. Et les 5, où on a vu tout à l'heure que c'était le centre, c'était la maîtrise, c'était le maître, il faut apprendre ce qu'est le tantien supérieur, il faut apprendre ce qu'est le tantien médian, il faut apprendre ce qu'est le tantien inférieur. Ça veut dire que si on ne peut pas maîtriser en quelque chose, être maître, si par exemple on s'occupe que de ça, ou si on s'occupe que de ça, ou si on s'occupe que de ça. Ici, c'est le symbole. Comment il s'appelle? Shenjue, voilà, c'est ça. Shenjue, là, ici, Shenjue. Ici, c'est le symbole de Shenjue. Ok. Ici, c'est le symbole du cœur. Ok. Et là, c'est le symbole Niltang. Donc, si je retrouve donc, le symbole central de mon tantien supérieur est ici, hein, Niltang. Le symbole central du tantien médian, il est au niveau du cœur. Le symbole central
du dantienne inférieur, il est accentué. Donc au niveau du cœur, au niveau du nombril, Chirai est en dessous. Donc, quand je vais travailler sur le chi, il faut que je comprenne quelle est la place de ça, quelle est la place de ça, quelle est la place de ça. J'ai triplé, dans ce travail-là, j'ai mis 3 fois la représentation de 5 en rapport avec le retour, comme c'était placé. Le 5 central ici, il n'a pas bougé, toujours le même. Celui-là et celui-là, c'est un rajout. Voilà. Comment je peux travailler sur celui-là si je ne travaille pas sur celui-là? C'est-à-dire que ça représente, celui-là, ça représente le 5 de la connaissance et de la connaissance. D'accord? Connaissance cognitive, je dirais, la cognition cérébrale. Le 5 du cœur va représenter l'amour, la capacité à ramener à soi, hein, à aimanter. L'aimantation ici, centrale. Et ici, le 5 du dantienne inférieur, c'est le chaudron. C'est-à-dire, c'est comment je vais travailler au niveau de ce dantienne inférieur pour pouvoir sublimer les énergies et faire en sorte que, à partir d'un combustible ou à partir de quelque chose qui viendrait de la Terre, je puisse alimenter correctement l'énergie qui remonte le long de la colonne vertébrale. Ok? Donc j'ai ces 3 fois. Voilà. Si on fait un petit jeu numéral, hein, pour s'amuser, 8 et 6, 14, 4 et 1, 5. Indirectement, on tombe sur 5. Ok? Si on fait un petit jeu ici, 4 et 3, on retombe sur 7. Et pour retomber sur 7, 9 et 7, 16, ça tombe 7. Donc, on voit que de part et d'autre du 5 central, c'est 2 chiffres 7. Ici, celui-là correspond à celui-là. Quand on les met 2 par 2, celui-là est central. Il sépare 3. 1, 2, 3. 1. Ici, donc il est central, il est central, il est ici, donc il sépare celui-là et celui-là. 3 en bas, 3 en haut. Donc celui-là, c'est celui qui sépare, le cœur c'est celui qui sépare et réunit, si vous voulez, c'est-à-dire qu'il y a 3 niveaux supérieurs, 3 niveaux inférieurs. Est-ce qu'il va séparer ou est-ce qu'il va réunir? Donc là où on va être capable de séparer ou de réunir, c'est ici. C'est-à-dire que chaque fois que votre cœur n'est pas d'accord avec quelque chose, il va séparer. Chaque fois qu'il est en accord, il va réunir. Donc c'est lui qui va dire oui. Il va donner la signature, c'est lui qui signe. Il signe ce qui vient de la perception du yin-tang, la capacité à discerner les choses, ok, de façon profonde. Et le fait qu'il y ait une énergie instinctive venant de la Terre et étant ici. Donc, ce dantienne et ce dantienne peuvent trouver l'accord que ici. Or, si je le divise, ça c'est le 2e niveau. D'accord? Si je le divise, ça c'est le 2e niveau. Maintenant, si le 3e niveau, je fais ça, ça fait 7. Ici, ça fait 7. Le plexus solaire, il est ici. Plexus solaire, on appelle ça le plexus solaire. Quand on le perçoit depuis le soleil, mais en réalité, quand on ne peut pas le voir, c'est Mingmen et c'est le plexus lunaire. Donc le plexus lunaire, il est soit ouvert, soit fermé. C'est-à-dire qu'ici, s'il se referme, ici c'est Mingmen. Donc s'il se referme, il se recroqueville. D'accord? Alors que ici, il peut donner le dynamisme. Là, il va y avoir un symbolisme du dynamisme côté solaire. Et côté lunaire, les peurs dans les reins qui vont fermer Mingmen. Ok? Donc, ce 5 central qui va devenir intelligent, c'est-à-dire qu'il va pouvoir
amener Mingmen et celui-ci, Shenjue, à devenir opératif, c'est-à-dire que ce Tantien ne soit pas le fruit de nos peurs viscérales. Quand on dit les peurs viscérales, c'est bien les viscères. Et ici, ce sont les peurs viscérales qui vont rester. Si on n'étudie pas tout ça, c'est-à-dire que si on ne réunit pas ce 8 et ce 6 qui indirectement vont atteindre le 5, à ce moment-là, on reste soit avec un Mingmen bloqué ici, soit avec un excédent d'énergie comme ça qui n'est pas refroidi, en quelque sorte. On a, on a les phénomènes de perception d'eau de feu. Inflammation. C'est ça, l'inflammation. Pensez aussi une chose, c'est qu'à la base alchimique taoïste, le feu monte toujours. C'est pour ça qu'ils l'ont placé comme ils l'avaient placé après comme ça. Le feu, il a tendance toujours à monter, et l'eau, elle a toujours tendance à descendre. Donc si on retrouve alchimiquement, si on le retrouve sur le plan vertical, on va retrouver l'eau en bas, ok, et le feu en haut. Voilà. Et tant qu'on est là, on fait quoi? À l'intérieur, on crée une dissociation. Alchimiquement, si nous laissons les choses se faire naturellement, comme ça, l'eau va dégringoler vers le bas, donc elle ne va pas être mobilisée. Le feu va monter, les inflammations vont monter, et elles ne vont pas être jamais refroidies. Donc d'un point de vue du chi, voilà ce que nous sommes si on ne travaille pas sur le chi, si on ne travaille pas sur la conscience des éléments qui sont en. Qu'est-ce qu'on fait? C'est comme le 5. Il faut créer un renversement. Comme le 5, par rapport au 2, ça c'est naturel. Par rapport au 2, je mets l'eau au-dessus, et le feu, c'est l'eau que je mets au-dessus, et le feu en dessous. Donc le feu, qu'est-ce qu'il fait? Le feu, il vient réellement du centre de la Terre. Voilà, du centre de la Terre. Je le replace à sa place, mais dans le sens qui devient... Ici, qu'est-ce que je fais? Comme je ne peux pas utiliser directement le feu avec l'eau, je mets un récipient, un intermédiaire, pour pas qu'ils s'éteignent l'un l'autre. Okay, et donc, à ce moment-là, je bloque l'eau au-dessus, pour faire en sorte que, en mettant la patate dessous, je fais bouillir le chi est quand même le symbolisme du chi, hein, c'est comme ça, le symbolisme du chi, c'est vraiment ça. Si je veux créer de la vapeur, si je veux créer du truc, le symbolisme du chi, c'est ça. Voilà, chi. Les 8 positions centrales, ok, là c'est contenu, et ça donne de la vapeur au-dessus qui sort. Donc le chi est l'issue d'un travail de chaudron, où je vais mettre le feu dessous, l'eau dessus, ça va provoquer une transformation de l'eau, qui est un élément qui peut se transformer, qui peut se solidifier, qui peut se gazifier, etc. etc. Qu'est-ce qui se passe dans la colonne vertébrale, dans la région sacrée? Là, on est dans la région sacrée. Là, on est dans la région racine. Ça, on appelle ça racine. Ça, c'est la région sacrée. Ça, c'est ici, c'est le 4 et 3, c'est la région solaire. Ici, c'est la région de la gorge. Ça, c'est le front, et ça, c'est le sommet du crâne. Si l'énergie, il faut qu'elle nourrisse les centres supérieurs. Pour qu'elle nourrisse les centres supérieurs, elle ne peut pas nourrir qu'avec du feu, si je le laisse tel que c'est là. Mais qu'est-ce que je fais? Je fais un assèchement, c'est-à-dire je crée une cérébralité. Le feu, c'est la représentation de la cérébralité sur le plan cognitif, c'est-à-dire que vous êtes un cérébral et vous êtes coupé de votre eau naturelle. Donc vous êtes séparé de la nature, l'eau représentant la nature. Si par contre de cette nature, vous la mettez en quelque sorte en service, c'est-à-dire que vous la placez dans quelque chose qui va lui permettre, par rapport au feu, de faire naître un mouvement de l'eau, qu'est-ce que fait le chi? Il crée un mouvement de l'eau, c'est-à-dire du sang, de tout, et de tous les liquides du corps. À partir de là, vous faites du qigong. Si vous n'avez pas compris ça, vous ne faites pas du qigong. Vous faites quoi? De la visualisation, de la cérébralité, vous bougez un peu le corps, qu'est-ce que vous faites? Vous faites rien. C'est pas du qigong.
Si vous voulez faire du Qigong, il faut comprendre tout ce système-là. Il faut que vous intégriez en vous comment ça fonctionne et comment arriver à le faire marcher après à l'intérieur de vous. Qu'est-ce que c'est le feu? Alors par exemple, le soufflet pelvien. Je vais envoyer un soufflet pelvien ici qui va déclencher les braises dans la région sacrée qui est organisée selon la vibration du rouge. Je vais allumer les braises qui sont là, je vais placer le chaudron comme il faut, qui va recevoir dans le bassin, qui va recevoir l'eau, tous les liquides, et je vais faire en sorte de faire monter de façon de plus en plus subtile l'énergie de l'eau qui va devenir légère par les molécules qui vont se transformer jusqu'à les nourrir les centres supérieurs. Lorsque je nourris les centres supérieurs 5 et 1 ici, il y a 15 d'ailleurs encore, mais lorsque je vais renourrir ça, comment dirais-je, je fabrique pas le ciel. Simplement, je fais en sorte d'être meilleur récepteur. Le cerveau n'invente rien, il ne fait que recevoir. Au lieu de fabriquer, je deviens plus fort en réceptivité et donc en recomposition du réel, si vous voulez. C'est-à-dire je change le réel parce que l'énergie qui est disponible me fait changer le réel. Si cette énergie, elle est comme ça, on atteint la problématique, c'est-à-dire qu'on est une civilisation de l'inflammation, finalement. Notre culture, c'est une culture qui nous a amené sur l'inflammation. Au lieu, on a refusé l'eau au départ, on a pollué l'eau, on a pollué le yin, on a pollué toutes les valeurs yin, on a pollué l'eau. Et qu'est-ce qu'on fait? On veut s'extraire de la terre qui représente une difficulté d'intégration de l'homme dans la nature, et plutôt que de dire acceptons la mort, acceptons ceci et voyons comment la nature nous accepte, nous accueille. Non, on veut être plus fort que la nature, donc on fait une civilisation de feu. En faisant une civilisation de feu, on va s'élever au-dessus de l'eau qu'on va polluer. Et qu'est-ce qu'on va faire? On va devenir stupide. Parce qu'on n'a plus que du yang, qui est un yang stupide ici du 4, c'est-à-dire un yang très, très carré, très stupide. Voilà. Ouais, très sec. Donc c'est très important ça. Si vous comprenez ça, vous allez commencer à faire du Qigong, travailler sur le Qi. Parce que vous allez savoir comment, quand par exemple vous avez des expériences mystiques ou autres, qu'est-ce qui se passe quand on a une expérience mystique? Se passe ça, exactement ça. Qu'est-ce que c'est l'alchimie? Quand vous avez tout d'un coup tout qui s'ouvre, tous les sens qui s'ouvrent comme ça et que vous voyez le monde tel qu'il est et pas du tout sous un voile. Mais qu'est-ce qui se passe? Il s'est monté, en yoga on appelle ça la montée de la Kundalini. Donc qu'est-ce qui s'est passé? Tout d'un coup, vous avez travaillé avec du souffle, vous avez travaillé de posture, vous avez travaillé de l'énergie. Cette énergie a fait que vous avez mis l'eau dessus, le feu dessous. Et dans le sacrum, ça a commencé à travailler, les racines, le sacrum, puis d'un coup, ça débloque dans le cœur, ça ouvre ici, puis après ça explose. Ça explose de lumière. Ça explose de lumière. On peut dire c'est lumineux ordinaire et ça devient lumineux extraordinaire. Ça marche? Ça, c'est une vision à partir de ce que nous sommes ici. C'est-à-dire en voyant le côté corporel des choses. Et en prenant en compte le côté corporel. Si on ne prend pas en compte le côté corporel et si on ne prend pas en compte le côté énergétique, à ce moment-là, on dissocie forcément la cérébralité du corps. Et on devient séparé de la nature. Ça va? Est-ce que c'est clair? Il faut que ça soit très clair pour vous. Si ça c'est très clair pour vous, vous allez travailler différemment après votre Qi. Ça va être totalement... vous allez créer des nouvelles connexions parce que ça va se réorganiser différemment dans votre cerveau. Ça va se réorganiser, ça va se renverser éventuellement, comme le 5. C'est-à-dire que vous allez renverser... le 2, il est magnifique, on ne peut pas l'atteindre. Donc il faut renverser quelque chose pour démarrer une énergie qui va
être mobilisée dans la colonne vertébrale. Autrement, ça resterait comme ça. L'essence du 2, elle est là, elle n'a besoin de rien. Par exemple, si on était tous le 2, d'abord, on ne serait pas là. Parce que l'essence du 2, c'est le 0 finalement. Donc on ne serait pas là. Donc à partir du moment où on est là, ben, il faut intégrer tout ça pour non pas subir les variations complètement folles de la périphérie, mais voir qu'est-ce qui se passe dans le centre. On prend en main son énergie et sa spiritualité. Tout. On prend en main la totalité en ramenant tout sur ça. Quand on ramène tout ça sur ça, là je vous ai expliqué, ce sont des niveaux des variations en périphérie de la vibration. Ben là, vous avez le baromètre de l'énergie, les plus hautes, les plus basses. Quand on recherche le calme là, il faut aller vers le plus bas, c'est-à-dire qu'il faut créer au niveau du cerveau, il faut créer un trou. Quand vous créez un trou, vous mettez cette sensation, vous la mettez ici. C'est-à-dire que la sensation du cerveau ouvert, en réception, c'est le yin, fondamental. Mais pour ça, il faut qu'il soit très bas. S'il n'est pas très bas, il ne joue pas son rôle et il est bouché. Comme ça. Si vous voulez qu'il joue son rôle, il faut qu'il n'ait pas peur de la mort. Il ne faut pas avoir peur de rien. Si vous avez peur de rien, vous êtes forcément ouvert. Si vous avez un peu peur, vous êtes un peu fermé. Si vous avez beaucoup peur, vous êtes beaucoup fermé. Et ça va se trouver, si on a eu une peur, par exemple, panique, dans sa vie, dans sa prime enfance, ça c'est bloqué. Vous avez le mingmen qui est bloqué. C'est-à-dire que ça s'est cristallisé, la peur s'est cristallisée au niveau de la colonne vertébrale, dans le niveau du mingmen. Et celui-là ne peut pas vivre, celui-là ne peut pas vivre non plus. C'est-à-dire que ces deux, ils sont conditionnés, tout ça c'est conditionné par le problème là. Donc quand vous travaillez sur le chi, il faut absolument libérer les peurs qu'il y a ici, et aller les libérer dans l'organisation, le renvoi que ça donne sur le plan de la colonne vertébrale, et surtout aller le modifier donc, dans le travail intérieur, et aussi aller le modifier dans la structure même physique, de l'énergie physique. Donc c'est pour ça que quand on travaille sur le chi, on étire en permanence, on ouvre Mingmen qui est fermé. Mingmen par essence est fermée. Elle est fermée parce que si elle était ouverte, on ne serait pas encore de ce monde. Si Mingmen n'était pas Mingmen, on ne serait pas ici. Pourquoi ? Parce qu'en tant qu'espèce, on aurait disparu. Ça représente la survie. La survie fondamentale. Alors, la survie fondamentale, elle oblige Mingmen à se refermer. Lorsque vous faites un travail spirituel, ou lorsque vous faites un travail sur le chi, vous sortez d'un contexte où vous ne risquez rien pour retrouver la vie, l'essence de la vie, en vous détendant, et en détendant, Fansong, c'est ici, Fansong. Si vous ne détendez pas ici, c'est-à-dire toute la taille, là, ça c'est la taille. Si vous ne détendez pas la taille, ça c'est le bassin, ça c'est la taille. Si vous ne détendez pas la taille, vous n'obtenez absolument aucun mouvement ici, et vous n'obtenez pas une coordination correcte de la droite et de la gauche. Et une répartition du haut et du bas correctement. Voilà, vous passez à côté. Donc il faut absolument travailler, si vous travaillez sur Fansong, c'est ici qu'on travaille sur Fansong, parce que c'est là où ça c'est le plus. Mais comment atteindre ça ? Il faut d'abord donner des éléments ici, c'est-à-dire dire tu peux te détendre, là le contexte, la situation, c'est possible, etc., etc. Passer, ici ça va représenter quoi ? Alors ça c'est très intéressant, on va le retrouver dans les postures après. Ici c'est l'engorgement, ça c'est le dégorgement. Le yang est monté, l'expression ne se fait pas correctement, ça crée un engorgement. Ici, cet engorgement crée une stagnation. Ok ? Comment je peux désengorger mon ego ? Comme ça. Je plie la tête, je vide l'excédent, j'en ai plein le dos, je relâche l'excédent. Donc le 9 est un lâcher l'énergie qui s'est
ici, devant et derrière, 7 et 9. Je suis là, 7 et 9. Il faut que j'atteigne 5. Il faut que j'atteigne 5, 9 et 7. Non, 7, je veux dire ici, en rapport avec le plexus solaire. Donc, qu'est-ce qui se passe entre le plexus solaire qui représente la confiance en soi, moi. C'est-à-dire que le plexus solaire, c'est si vous avez intégré la Lune et le Soleil, ben, vous avez intégré toutes les valeurs qui font que vous êtes sur cette Terre. Donc, ici, c'est le symbole de l'orthosympathique. Ça veut dire que votre animal intérieur, il est pleinement épanoui. 3 et 4, pleinement épanoui. Ici, si vous voulez que ça s'épanouisse, il faut mettre en correspondance. Ça, c'est les émotions mal digérées, problème d'estomac, problème de digestion, problème de rate, tout ça, tout ça, c'est problème de rate. Et là, vous allez la salive, le machin qui remonte, les trucs, tous les trucs qui vont remonter. Là, il faut travailler donc là-dessus pour aller libérer la digestion des émotions, qui est ici, 3 et 4, la problématique solaire lunaire, et la problématique qui se trouve ici. Et pour ça, il faut travailler sur la loge ici, pour aller aider le plexus solaire à détendre, à lâcher les pressions qu'il a à l'intérieur. Ici, on peut dire qu'à cause du diaphragme, notre civilisation matérialiste nous a bloqués dessous, on peut dire le cœur, c'est le diaphragme. Le cœur, il est là, mais le cœur, il ne nous permet pas d'aller là, se connecter. On est connecté avec la difficulté ici. Donc on est bloqué là, société matérialiste. Là, si on relâche, si on se détend, si on se connecte, là, ça monte. À ce moment-là, on intègre ça par rapport à ce qui est dessous. On intègre ça par rapport à ce qui est dessous. Et on intègre ça par rapport à ce qui est dessous. Mais il faut déverrouiller. Pour déverrouiller, il y a un verrou. Il y a le verrou du Mingmen ici, et après il y a le verrou au niveau du cœur, du diaphragme, et après le diaphragme de la gorge. Tous les problèmes ORL, toutes les tensions qu'il y a dans le cerveau ici, viennent de 7 et 9. Tous les problèmes d'ORL sont de ces deux trigrammes. Si on ne sait pas gérer ça, c'est le vent de pluie qui amène des tensions et qui amène de l'extérieur, amène des pathologies. Okay, donc ici, on intègre quelque chose. Par exemple, c'est des pensées négatives que vous n'avez pas vu venir. Elles sont rentrées, c'est trop tard. Et comme elles vont vous faire chuter, mais vous n'allez pas les régler en conscience. Et ça va se retrouver derrière, ici. C'est-à-dire que ça se retrouve là. Comment le gérer? Il faut revenir au centre de tout ça, comprendre et intégrer par rapport à la verticalité des choses, et intégrer comment je peux remédier, comment je peux éliminer les tensions fondamentales. De la gorge, de Mingmen, de toute la colonne vertébrale, finalement. Toute la colonne vertébrale doit être réintégrée. C'est pour ça qu'on dit quoi de neuf? Quoi de neuf, oui. C'est ça, quoi de neuf. Il faut mettre du neuf. Il faut mettre du neuf, mais du neuf, c'est. Pour mettre du neuf, il faut d'abord enlever le vieux. C'est pour ça que c'est un vieux. Ça s'appelait un vieux yang dans le yin. Le yin, c'est un vieux yang. Ça, c'est un vieux yin. Ça, c'est le côté vieux. Ça, c'est le côté neuf. Voilà. Mais si on veut. Voilà, il faut d'abord vider le vieux pour que le neuf vienne ressortir. Mais tout ça, c'est une compréhension d'ensemble, on ne peut pas les séparer. Mais nous, on a été éduqués, mais tellement de façon cloisonnée, comme le Titanic incoulable. C'est pareil. Autant séparé que le Titanic, à la différence près, c'est qu'on aurait voulu qu'il soit insubmersible, il n'y a pas idée. Par sécurité. Nous avons bien séparé les choses. Mais ça n'a pas marché. Voilà. Mais c'est notre civilisation, c'est comme le Titanic. C'est bien séparé, mais ça va couler. Non, le nombril, c'est vraiment par là nous sommes arrivés. Donc ça veut dire que c'est là où on est, comment dirais-je, on est relié au sang de la mer, on est relié au sang de la terre, on est relié au sang de la nature, on est relié à toutes les énergies venant de la terre et de la nature. Là, c'est là, voilà, ici. Mais qu'est-ce qu'on fait? Par peur et par excès. Parce que 8, ça représente un excès.
8 ici, ça représente une infinité de... c'est un mouvement infini vers n'importe quoi. Là, dans ce secteur. Tirail, c'est dessous. Voilà. Senjué, c'est ici. Tirail, c'est dessous. C'est la mer du Chi. Tirail. Donc l'océan du Chi, souvent, il est représenté ici. Mais le plus juste, c'est directement ici, par rapport à Mingmen. Ils sont pile ensemble. Donc en fait, ici, quand vous avez le nombril, vous avez directement accès à Mingmen et directement accès à l'énergie du Chi, à l'air du Chi. Voilà, tu as le plexus, voilà. Le cœur, il est là. Là. Le cœur, le symbole du cœur, il est là. Le plexus, il est là. Et le nombril, il est là. On est à peu près équidistant. Voilà. Ah oui, le cœur, il est là. C'est au centre des 5. La respiration dans tout ça. Alors, la respiration, c'est intéressant. Si vous faites la respiration inverse, alchimiquement, vous faites ça. Si vous faites la respiration classique, d'abord la respiration du haut des poumons, vous asséchez tout. Si vous faites une respiration bouddhique, c'est-à-dire respiration classique, c'est très bien à partir du moment où vous n'intégrez pas vos jambes. Si vous êtes sans les jambes, que vous êtes qu'avec le tronc, respiration normale, c'est bon. Si vous êtes avec les jambes, et si vous voulez mettre vraiment utiliser les jambes comme porteurs de l'énergie de la Terre, et le dynamisme, là vous créez le dynamisme, donc les jambes vont représenter ce fameux feu, le dynamisme. Par exemple, imaginez que vous faites un travail bouddhique, donc vous n'avez pas besoin, vous faites que ça, à ce moment-là, il n'y a aucun dynamisme. Vous êtes comme ça, vous êtes posé, il n'y a pas de dynamisme. Quand on va faire des postures de yoga, on peut les faire debout, on peut les faire assis, mais on va créer un dynamisme. Donc, on va créer un dynamisme dans le ventre pour ne pas avoir cette posture, comme ça, où l'eau va descendre et le feu va monter. Et pour pas qu'il monte à ce moment-là, je vais calmer par le haut les pensées pour que ça inise tout l'ensemble. Puisque je me mets au calme, tout est au calme, mais j'essaie de rejoindre l'essence de la Terre, mais je ne crée pas une alchimie. Simplement, quand je veux faire un travail méditatif, je veux rejoindre 2. Voilà, j'y arrive pas, mais je veux m'approcher de 2. Je veux me rapprocher de 2. Mais je ne peux pas me rapprocher de 2 parce qu'il y a, à un moment donné, quand vous allez lâcher intérieurement, la peur fondamentale va revenir. Sauf si, au lieu d'être pris dans Mingmen, ça ouvre les canons centraux, à ce moment-là, ça peut vous déclencher une ouverture, et là vous n'avez plus peur. Vous avez plus peur des oreilles. Il y a aussi un truc intéressant, c'est que souvent, je reviens sur l'origine de l'esprit. Inspirare, c'est le souffle. Le chi, c'est le souffle. Aussi, c'est traduit par souffle. Voilà. Nous, on l'a traduit par énergie, mais en réalité, c'est souffle. Ça veut dire que, pour eux, la notion de chi, c'est le souffle. Ça veut dire que le souffle, c'est pas le souffle des poumons. Ça veut dire c'est la relation entre l'air, le combustible et le dynamisme, l'étincelle. Donc ça veut dire que la notion de souffle est très importante. La notion de souffle, c'est quand il y a le souffle, on débute la vie sur l'inspire, on finit la vie sur l'expire. Donc, quand la vie entre, c'est le souffle qui entre. Quand la vie sort, c'est le souffle qui sort. Nous, on enlève la notion de souffle et on met moi-je avec l'identification au corps. On voit un corps qui bouge, un corps qui ne bouge plus. Mais on ne fait pas de relation entre la vie, c'est le souffle, et la vie continue. Le souffle est sorti de toi, c'est tout. La notion orientale, c'est la vie continue parce que le souffle, tu ne peux pas le rendre prisonnier. Il a eu la gentillesse de venir à l'intérieur de cette capacité pour éventuellement te faire voir des choses. À la fin, il repart parce que tu ne peux plus soutenir sa présence. On ne peut plus soutenir la présence du souffle qui a trop d'énergie. Si votre corps n'a plus assez d'énergie pour retenir le souffle, à ce moment-là, le souffle s'en va et le corps meurt.
C'est beau, hein? Ouais. Je sais, merci.